chaque année nous fait le bonheur et l'amitié d'être avec nous, Madame Grange, la perceptrice, Monsieur Moreau, le proviseur du lycée de Mency, et les représentants du principal du collège de Mency. Ceci étant dit, j'aurais certainement oublié les gens qui m'en voudront pendant très longtemps. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas plus que le temps de cette soirée, et en tout état de cause que cela ne gâchera la soirée de personne. Avant de démarrer à proprement parler, vous avez pu le voir, nous avons eu cette année, ça fait 3 ou 4 ans que nous travaillons sur le thème de la République, le thème des valeurs de la République, le thème de Marianne, au travers de ses vœux, au travers de ce qui est fait dans notre commune. Et cette année, nous avons travaillé avec les enfants et adolescents de la commune sur le thème de Marianne en incitant des concours de dessin. Ce sont plus de 140 dessins qui ont été réalisés, qui ont été projetés avant le démarrage de cette cérémonie. 7 d'entre eux ont été primés. Les enfants ou jeunes adultes qui les ont faits sont parmi nous. Et je vais les appeler pour venir me rejoindre. Arthur Balsa, Simon Bruinix, vous pouvez les applaudir. Marie-Amélie Hubert, Eléa Théo, Mathis Hébé, Léonie Buchmann et Emma Gély. Et alors, comme nous avons la chance d'avoir des autorités importantes et représentant la République ici parmi nous ce soir, je vais leur demander de travailler et de bien vouloir remettre leur prix à chacun d'entre eux. Je vais demander à Madame la Préfète, Josiane Chevalier, de bien vouloir remettre son prix, à Arthur Balsa. Moi, je vais vous inviter à vous retourner, parce qu'eux ne vous connaissent pas, à Yves Gégaud, vice-président de l'Assemblée nationale, à Simon Bruinix, à Vincent Delahaye, vice-président du Sénat, à Marie-Amélie Hubert, à Jean Hartz, président de l'Union des maires de l'Essonne, à Eléa Kéo, à Joanne Monnier, maire honoraire de Mency, à Mathis Fievé, à Jocelyne Guidez, sénatrice de l'Essonne, à Léonie Gluckmann, et enfin à Patrick Imbert, président de la communauté de communes, à Emma Gégou. Vous pouvez les applaudir, ils l'ont mérité. Et le jury qui les a récompensés a eu une tâche difficile, parce qu'il y avait énormément de talent, énormément de travail. Vous pouvez aller vous installer. Généralement, lors des vœux, je termine en remerciant. J'oublie toujours des gens qui m'en veulent énormément, donc je vais démarrer en remerciant, puis comme ça, on pourra passer aux choses sérieuses après. Donc, je tenais tout d'abord à remercier 4 personnes qui me font le plaisir d'être ici, qui font l'honneur à notre commune d'être ici, parce qu'avoir ces 4 personnes réunies en même temps dans une autre commune est quelque chose qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de Mency. Tout d'abord, Madame la Préfète, qui me fait le plaisir d'être ici. Ça fait plus de 20 ans qu'un préfet ou une préfète n'était pas venu à des vœux à Mency. Eh bien, je suis heureux de vous accueillir et je tenais à vous le dire très sincèrement, j'ai parfois du caractère, certains disent mauvais caractère. Vous avez du caractère, non pas mauvais, mais du caractère. Et en tout cas, vous êtes quelqu'un qui est attaché à ce territoire, qui avait réussi à tisser des liens avec ce territoire, avec les élus qui le composent. Vous êtes une serviteur de la République, au sens le plus noble du terme, et je tenais à vous remercier de votre présence. Je
tenais à remercier un ami, Jean Hartz. Je dis bien un ami parce qu'il est là vraiment par amitié, parce que ça fait des années que nous nous connaissons, une époque où je n'étais même pas élu et où lui-même n'était pas encore maire. Et Jean est depuis quelques semaines maintenant le nouveau président de l'Union des maires de l'Essonne. Et avoir ici le président de l'Union des maires à côté de la préfète est quelque chose qui me touche énormément. Et puis, comment ne pas le dire également, deux membres du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Tout d'abord, Vincent Delahaye, qui est vice-président du Sénat. Il n'y avait jamais eu dans l'histoire du département de vice-président du Sénat essonnien. C'est une première. Vincent est un fidèle, il est là quasiment tous les ans. Et il me fait le plaisir et l'amitié d'être encore ici cette année. Merci à toi, Vincent. Et puis enfin, Yves Gégaud, qui est vice-président de l'Assemblée nationale, qui est quelqu'un que je considère comme mon père spirituel, politiquement parlant, de qui j'ai dû hériter une part de mon mauvais caractère ou de mon caractère, selon la façon dont on l'entend, mais que je suis extrêmement heureux d'accueillir ici ce soir. Ces quatre personnes, dans les fonctions qu'ils représentent et qu'ils incarnent, n'étaient jamais venues ensemble dans notre commune. Merci à eux. Je tenais maintenant à remercier l'ensemble des élus. Pas seulement ceux que j'ai cités ou oublié de citer et qui nous accompagnent, mais tous les élus du conseil municipal, quelle que soit leur orientation politique, qu'ils soient dans la majorité ou dans l'opposition. Chacun d'entre eux construit Mency, chacun d'entre eux s'engage pour ce qu'il croit juste, pour ce qu'il pense bon, chacun d'entre eux donne du temps, donne de l'énergie pour notre ville, et de tout cela, je tenais à les en remercier en notre nom. Je tenais à remercier les agents de la commune, les agents sans lesquels nous, les élus, ne serons rien. Ces 333 agents qui constituent l'ossature du service public de la commune de Mency, représentant 285 équivalents temps plein, comprenant 7 emplois aidés et 3 contrats d'apprentissage, parce que nous pensons aussi qu'il est notre rôle, collectivité, d'aider des personnes qui sont éloignées de l'emploi ou d'aider des jeunes qui démarrent dans la vie, qui ont à apprendre un métier, de pouvoir les guider et les accompagner. Je tenais à saluer l'ensemble des corps constitués pour le travail qu'ils font quotidiennement sur notre commune. Comment ne pas parler, bien évidemment, des pompiers, des gendarmes de Mency, des enseignants et des personnels non enseignants, des écoles, du collège, du lycée, les personnels de la poste, les personnels du trésor, même si celui-ci a déménagé, sans lesquels notre ville ne serait pas ce qu'elle est. Je tenais à saluer l'ensemble des entreprises qui sont ici et qui font vivre aussi cette commune. Et puis, parce que cela va être un petit peu le fil conducteur de mon propos ce soir, je voulais saluer et remercier profondément l'ensemble des bénévoles. Les bénévoles de notre commune, ce sont un peu plus de 200 personnes qui s'engagent gratuitement pour la seule raison, la seule envie de donner aux côtés des élus et des agents municipaux. Ce sont des personnes encore plus nombreuses qui s'engagent au sein des quelques 142 associations de la commune, et sans leur action, sans leur engagement pour les autres, sans le devoir qui les anime, engagement et devoir, deux mots qui sont importants, notre ville ne serait pas ce qu'elle est, parce que ce n'est pas sur le budget municipal que nous pourrions faire les brocantes, que nous pourrions faire le salon du livre, que Claude Garot va inaugurer dans quelques jours, que nous pourrions faire le Téléthon, que nous pourrions faire Octobre Rose, que nous pourrions faire le marché de Noël. Si cette ville est assez exceptionnelle, si cette ville respire à une âme, c'est à eux que nous le devons. Et je tenais vraiment à les remercier en votre nom et à vous demander de les applaudir. Je vous ai parlé d'engagement et de devoir. C'est deux valeurs essentielles. Deux valeurs essentielles qui, dans une société consumériste, dans une société de consommation, ont tendance à disparaître. D'ailleurs, on est dans une société où le yaka faucon, j'ai des droits, je veux, j'attends, j'exige, ont tendance à souvent, pas toujours heureusement, mais souvent remplacer
eh bien, ce qui était la logique d'engagement citoyen qui, pendant des années, animait l'ensemble des habitants de cette commune. Et c'est quelque chose, je crois, d'essentiel à rappeler. C'est essentiel de rappeler cela lorsque l'on est élu. C'est essentiel de le faire lorsque l'on est élu, parce que lorsque l'on est élu, on a décidé de s'engager. On a décidé de s'imposer des devoirs. À nous, pas parce que l'on est élu, mais parce qu'on est citoyen avant tout. Et je crois que être élu, c'est avant tout s'engager pour servir, pour répondre à ce qui est au fond un honneur et une confiance qui nous a été apporté à tous les maires, à tous les élus qui m'entourent, chacun par les habitants de sa commune. Eh bien, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est une chance unique qui nous est donnée. Et dans ce cadre-là, eh bien, nous devons, je crois, rappeler à tous les engagements, les valeurs qui sont collectivement les nôtres et ces devoirs que nous devons nous imposer envers nous-mêmes, tout d'abord. Les devoirs envers nous-mêmes, c'est devoir d'être juste, en tout cas d'essayer de l'être, ou d'être le moins injuste possible dans les choix que nous sommes amenés à faire, dans les décisions que nous sommes amenés à prendre. C'est essayer d'être honnête sur le sens de nos engagements. C'est essayer d'être cohérent, de tenir une ligne, de ne pas forcément dire « Amen » à tout pour essayer de gagner une tranquillité. Des devoirs envers soi-même, mais aussi des devoirs envers les autres. Des devoirs envers les autres, c'est être à l'écoute, être disponible, à l'écoute et disponible. Voilà des mots qui, pour des élus locaux, sonnent comme un bréviaire. C'est être un maillon de cette histoire de la République, de cette chaîne qui, depuis 1789, fait que notre pays fait partie des quelques pays privilégiés dans le monde où nous bénéficions du plus de droits et de libertés. Et ces droits et ces libertés ne doivent pas nous faire oublier que nous avons ce devoir d'être un maillon, ce devoir de rendre ce qui nous a été donné, de rendre ce que nous avons reçu. Et ce devoir de rendre ce que nous avons reçu, c'est le troisième des devoirs qui nous incombent, c'est un devoir envers la collectivité, envers la République. C'est en être un acteur, c'est ne pas être spectateur, commentateur, consommateur, donneur de leçons, c'est être accompagnateur, motivateur, incitateur, faiseur, facilitateur, parfois déclencheur. Être élu, être citoyen, c'est aussi être un passeur de mémoire, un passeur d'histoire, un passeur de tradition, un passeur de ce bien commun que nous avons en partage. Alors, dans le cadre de ce que nous essayons de faire ici, à Mennecy, avec mes collègues du conseil municipal, avec tous ces bénévoles qui travaillent avec nous, eh bien, nous estimons avoir un devoir de faire. Un devoir de faire, pas vous faire la liste à l'après-vert de tout ce qui est réalisé en l'espace d'une année sur la commune, parce que ça n'aurait pas de sens et nous serions là encore demain matin. Mais ce devoir de faire, c'est déjà un devoir de mémoire, un devoir de se souvenir, un devoir de rendre hommage à celles et ceux qui nous ont quittés. Notre commune a été endeuillée. La famille municipale a connu plus que son lot de peine. Je voulais ce soir avoir une pensée pour Serge Renel, qui nous a quittés cet été, qui était conseiller municipal, en charge des personnes âgées, en charge du bel âge, qui était particulièrement impliqué dans la résidence Goraz et dans la vie du parc de Villeroy, et dont le nom sera donné à la future résidence intergénérationnelle qui est en fin de construction dans le parc de Villeroy. Je voulais avoir une pensée pour 3 agents municipaux qui nous ont quittés en moins de 3 semaines d'écart pendant la période de fête entre les derniers jours de décembre et les premiers jours de janvier. Il s'appelait Colette. Elle était ASVP dans cette commune depuis des années, travaillait depuis des années au sein de la police municipale pour accompagner les enfants. Il s'appelait Jean-Paul, il dirigeait le conservatoire et je ne peux pas avoir une pensée particulière pour lui alors que nous étions accueillis ici en musique par ceux qui l'a constitué, ceux qui l'a contribué à créer. Et elle s'appelait Cécile, elle travaillait au sein du service communication et s'est battue pendant 18 mois contre une maladie qui a fini par l'emporter. Ce devoir de mémoire,
Cet hommage, je souhaitais le partager avec vous par rapport à ces 4 personnes qui ont été des serviteurs de Mency et qui, jusqu'au dernier moment, ont eu notre commune, ont eu les projets de notre commune, la vie de notre commune, dans leur cœur et dans leur chair. Le devoir de faire, c'est aussi maintenir le niveau de service public qui est le nôtre. C'est maintenir les efforts qui sont les nôtres pour que nos services, qu'ils soient culturels, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient sportifs, quels qu'ils soient ouverts et larges à destination des habitants. Nous avons une commune qui bénéficie d'un haut niveau de service public. Certes, pas autant que je le souhaiterais ou que le souhaiteraient les élus du conseil municipal, mais lorsque l'on compare par rapport à ce qui est proposé ailleurs, eh bien, nous faisons office, je n'ai pas peur de le dire, de communes privilégiées. Et le devoir qui est le nôtre, élus du conseil municipal, avec le soutien de nos partenaires, à l'intercommunalité, cher Patrick, au département, à la région, avec l'État qui nous accompagne, eh bien, c'est d'essayer de faire en sorte que cela se poursuive, que cette qualité de vie qui est tout à fait particulière à Mency reste et que nos enfants et ceux qui viendront dans cette commune après nous puissent bénéficier des mêmes chances que celles que nous avons eues ou qu'ont eu nos parents lorsqu'ils ont décidé de venir vivre ici. Dans les devoirs que nous nous imposons avec mes élus du conseil municipal figure le devoir de prévoir, de structurer, d'organiser l'avenir. C'est ce que nous avons fait au travers des écoles. En l'espace des 10 dernières années, nous avons investi plus de 25 millions d'euros dans les écoles. Cela n'avait jamais été fait dans l'histoire de notre ville. Nous avons reconstruit, agrandi, rénové, fait des travaux dans tous les groupes scolaires de la commune parce que nous considérons qu'investir dans les écoles, c'est investir dans nos enfants, c'est investir dans l'avenir, c'est investir dans ce qui sera beau, dans ce qui sera grand demain, dans ce qui assurera la pérennité non seulement de cette ville, mais de ce pays. Nous avons intégralement reconstruit les groupes scolaires des Myrtilles et de la Verville. Nous avons eu des travaux d'agrandissement sur la Janotte au travers de classes supplémentaires, de la cantine, de la BCD, sur l'école du Clos Renaud dont nous avons agrandi la cantine. Nous venons de terminer les travaux d'agrandissement de l'école de l'Ormeteau et nous allons enclencher, avant les vacances de Pâques, les travaux de l'école de la Sablière qui va comprendre un nouveau restaurant scolaire, ou devrais-je dire un restaurant scolaire, parce que nous n'avions pas à proprement parler de restaurant dans cette école, une vieille école Jules Ferry, et 3 nouvelles salles de classe. Nous le faisons également au travers de la petite enfance. Le taux de couverture national en termes de places de petite enfance est de 1 pour 50 habitants. À Mency, nous sommes à 1 pour 42 habitants. Pour autant, nous ne nous en satisfaisons pas. Nous considérons que nous devons aller encore plus loin. Cette année devrait ouvrir une maison d'assistante maternelle offrant une capacité d'accueil de 16 places supplémentaires pour des enfants de moins de 3 ans. Et nous sommes en parallèle en train de travailler et d'essayer d'aboutir à des projets pour le déploiement d'une micro-crèche et d'une crèche privée d'une 40aine de berceaux. Travailler pour structurer, prévoir, c'est aussi prévoir l'avancée en âge. C'est prévoir le fait que les Mensois qui vieillissent peuvent vouloir rester vivre dans notre commune dans des conditions leur permettant de continuer à s'y épanouir. C'est pour ça que cette année, nous aurons la livraison d'un équipement, une résidence sociale intergénérationnelle de 111 habitants, construite par Essonne Habitat, gérée par les Maisons de Marianne au sein de l'écoquartier, et nous devrions avoir le démarrage des travaux d'une résidence personnes âgées de 130 logements d'ici à la fin de l'année pour finir l'aménagement de la papeterie. Travailler pour prévoir, c'est aussi la piscine qui est portée par la communauté de communes du Val d'Essonne, qui a connu un arrêt momentané de chantier lié à des problèmes d'amiante qui ont été trouvés et qui ont nécessité un changement d'une des entreprises du groupement et dont les travaux, ce qui a été acté lors du conseil communautaire d'hier, vont redémarrer au mois d'avril. La piscine de Mency sera donc bien livrée, cher Patrick, et vous tous, élus communautaires qui m'entouraient. Je pensais notamment à Jacques Bombeau et Jean-Luc Guarin qui portent ce dossier à bout de bras depuis des années, sera donc bien ouverte avant le 31 décembre 2019. Travailler pour l'avenir, c'est également le contournement routier de Mency que nous attendons tous, ce qu'on appelle la desserte du Val d'Essonne.
le président du conseil départemental, poussé en cela par les conseillers départementaux du canton de Mennecy, cher Patrick, chère Caroline, lors des vœux de la communauté de communes qui ont eu lieu samedi dernier, s'est engagé à lancer dès maintenant les études préalables à la réalisation de cet équipement indispensable au désengorgement routier du Sud Essonne, et pas uniquement de Mennecy, de manière à pouvoir envisager une phase de réalisation dès les travaux de la déviation d'Itteville achevés, c'est-à-dire à horizon 2021, 2022, 2023. Il s'agit d'un chantier de plusieurs dizaines de millions d'euros, mais j'ai tendance à dire, je ne reprendrai pas une publicité, mais que nous le valons bien. Prévoir et structurer, c'est aussi aménager des éléments culturels, des éléments qui permettent à la commune de vivre, de se déployer, de faire vivre son commerce. C'est ce que nous avons fait avec le cinéma Confluence Mennecy, qui a été réalisé grâce à l'investissement sur le foncier de la commune et qui a proposé 3 nouvelles salles qui ont ouvert au mois d'octobre et qui d'ores et déjà, je crois, ont fait le bonheur de beaucoup de Menneçois. Cinéma qui, dans les années qui viennent, pourra s'étendre pour monter à 6, voire 7 salles, en fonction de l'avancée commerciale de cette entreprise. D'ores et déjà, le foncier était réservé à cet effet. C'est également, et je ne peux pas en dire un mot, ne pas en dire un mot, alors que demain après-midi, Valérie Pécresse signera avec François Durovray et Patrick Imbert l'ensemble des lancements des opérations de travaux là-dessus, c'est l'aménagement de la fibre qui va permettre à Mennecy, dans les toutes dernières semaines de 2018 et les premières de 2019, d'être intégralement couvert en haut débit. Nous l'avons attendu, nous avons été à la traîne, notamment dans le Lévis pendant des années, et bien Mennecy sera intégralement dans le premier jalon, c'est-à-dire la première tranche du déploiement de la fibre optique dans le Val d'Essonne. Et je tenais également à remercier Laurence Bulleau qui a beaucoup travaillé sur ce sujet au sein de notre intercommunalité. Travailler pour l'avenir, pour prévoir et pour structurer, c'est également le contrat régional. Contrat régional, ça faisait plus de 10 ans qu'il n'y en avait pas eu à Mennecy. Contrat régional qui a été signé avec la région et qui nous amène plus d'1 million d'euros de subventions en investissement pour les 3 années qui viennent. Et je tenais à remercier l'ensemble de mes collègues à la région qui m'ont soutenu pour que notre commune puisse bénéficier de cela. Et puis, je vous ai parlé des écoles, mais je me dois aussi de parler du collège et du lycée. Nous sommes sur 2 structures qui aujourd'hui arrivent à saturation parce que l'une comme l'autre ont des cartes scolaires qui vont bien au-delà de Mennecy. Et donc l'une et l'autre de ces structures vont devoir s'adapter dans les semaines et les mois qui viennent. Concernant le collège, j'attends du président du conseil départemental qu'il tienne les engagements pris depuis 2 ans, à savoir soit une modification de carte scolaire pour réduire à la simple commune de Mennecy les enfants accueillis, ce qui veut dire que c'est une capacité d'accueil de 15 à 20% supplémentaire à capacité constante, soit qu'il envisage la réalisation de travaux d'agrandissement du collège et de sécurisation des accès, parce qu'augmenter le nombre d'enfants qui viennent au collège de Mennecy, c'est aussi augmenter les trafics de circulation routière aux heures de pointe, et c'est des choses qui nécessitent des investissements. Concernant le lycée, où nous sommes dans la même situation, avec une carte scolaire qui va beaucoup plus loin, puisque nous allons jusqu'à l'extrême sud du département, vers Villiers-la-Forêt, et jusque La Ferté-Alais, concernant une partie un peu plus à l'ouest du département. C'est un sujet qui va être clos à horizon de la rentrée de septembre 2020, puisque la région a lancé les travaux d'agrandissement du lycée de Cerny, le lycée Alexandre-Denis, qui va avoir des filières généralistes qui vont ouvrir et qui vont donc venir réduire les cartes scolaires du lycée de Mennecy et des lycées d'Étampes. Par ailleurs, nous sommes actuellement avec mes collègues du conseil municipal en train de bloquer une opération foncière qui consisterait à développer quelques centaines de logements sur 3 ou 4 parcelles jouxtant le lycée, les dernières parcelles jouxtant le lycée. Nous estimons que ces parcelles sont un bien public nécessaire pour que nous puissions un jour avoir l'extension de ce lycée de 1100 élèves qui est enserré dans un milieu urbain dense. Et donc, nous sommes actuellement en train de travailler afin de pouvoir constituer les réserves foncières nécessaires pour que si dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, au-delà des mouvements de carte scolaire, le lycée devait s'agrandir, eh bien nous puissions disposer du foncier
pour que cela puisse être fait. Autre devoir que nous nous imposons avec les élus du conseil municipal, eh bien il s'agit d'un devoir de vérité. Quand je dis un devoir de vérité, c'est un devoir de parler vrai. Quoi que nous disions, que cela fasse plaisir ou moins plaisir. Et ce devoir de vérité, je voulais le développer sur quelques axes. La sécurité, tout d'abord. La sécurité, nous faisons énormément avec la gendarmerie, avec la police municipale, avec le déploiement d'une douzaine de caméras annuelles, avec le déploiement des voisins vigilants. Mais pour autant, lorsque nous sommes amenés à investir des centaines de milliers d'euros dans nos voiries, pour la simple et bonne raison que des gens qui sortent de chez eux ont peur pour leurs enfants, parce qu'un certain nombre de leurs voisins, des gens qui viennent d'extrêmement loin, ont tendance à considérer des zones pavillonnaires pour le circuit des 24 heures du Mans, ça ne peut que nous interroger sur les devoirs et la responsabilité de chacun. Lorsque, au-delà de l'ensemble des efforts que nous menons pour la sécurité, eh bien, nous avons des quartiers qui développent des dispositifs du type voisin vigilant, que ces voisins deviennent de plus en plus nombreux, peut-être pas loin de 200 aujourd'hui, eh bien, c'est aussi un moyen de venir être plus efficace et de venir suppléer et mutualiser les efforts des uns et des autres. C'est un devoir de vérité. Devoir de vérité également, il faut le dire, par rapport aux gens du voyage. Je ne pouvais pas ne pas en parler aujourd'hui, alors que notre commune a vécu un traumatisme au mois de juin avec l'envahissement par plus de 200 caravanes du stade Jean-Jacques Robert. Je tenais à dire ici que nous sommes sur un sujet extrêmement compliqué et sensible, car nous avons des devoirs d'accueil, mais que nous ne pouvons pas accepter des intrusions de ce type. La communauté de communes du Val-d'Essonne a été, grâce à l'action que tu as menée, Patrick, avec l'ensemble des élus qui la composent, irréprochable, puisqu'elle a construit les 3 aires d'accueil de petits passages ou aires d'accueil courantes, c'est entre 15 à 25 places chacune, qu'elle devait construire à Balancourt, à Yville et à Mulcy. Pour autant, il manque aujourd'hui, sur le secteur du Grand Sud-Essonne, une aire d'accueil de grand passage, ce qui nous rend extrêmement fragiles juridiquement pour pouvoir aboutir lorsque nous nous retrouvons confrontés à des envahissements de ce type. Alors nous sommes sur une patate chaude qui, depuis des années, fait l'objet de passes en avant, comme on dirait au rugby, entre les élus de tout le département, de toutes les intercommunalités, entre les présidents successifs de l'Union des maires et les préfets successifs. Moi, si j'avais un souhait à émettre pour cette année au titre des vœux, eh bien ce soit, cher Jean, toi qui nous fais l'honneur d'être ici, Madame la préfète qui nous fait l'honneur d'être ici, cher Patrick qui est à nos côtés, eh bien c'est que nous puissions arriver à adapter ce schéma, à essayer d'arriver à sortir de ce blocage qui fait que comme chacun ne veut rien faire, chacun attend de voir où va tomber la foudre en espérant que ce soit chez le voisin et pas chez lui. La foudre, nous l'avons subie au mois de juin et j'aimais l'espoir que nous arrivions dans une logique de bien commun à pouvoir avancer sur ce sujet. Parler vrai, c'est aussi parler des mobilités, parler des transports, parler du RER et du RERD. Vous le savez, Île-de-France Mobilité a décidé de procéder à la mise en place à compter de la fin de cette année de ce qui est appelé le SA 2019, c'est-à-dire le déraccordement, le changement obligatoire pour se rendre à Paris de la ligne Malesherbes qui va de la gare de Corbeil-Moulin-Galant à Malesherbes pour se rendre sur Paris, changement à Juvisy ou à Corbeil-Essonnes. Ce SA 2019 ne me satisfait pas en tant que maire, pas plus qu'il ne satisfait aucun des élus ou des collègues des territoires concernés. Pour autant, je pense qu'il serait irresponsable en tant qu'élu de larmoyer, de se plaindre sur son sort, de dévaloriser soi-même son territoire en expliquant à quel point nous sommes malheureux, maltraités ou nous subissons les choses. Et je pense que, au-delà de cette décision de déraccordement, qui a été prise pour une seule raison par la SNCF,
essayer de remonter le taux de ponctualité. La ligne Malesherbes, avec 64% de taux de ponctualité moyen, c'est-à-dire des taux inférieurs aux heures de pointe, est la pire ligne du RER francilien. Donc j'espère sur ce sujet que les calculs des ingénieurs de la SNCF s'avéreront meilleurs que ce qu'ils ont été par le passé, qu'effectivement au moins ces taux de ponctualité remonteront. Mais je crois qu'au-delà de ça, cette décision ayant été prise et ayant été actée, il est du devoir des élus du territoire de chasser en groupe, d'avancer pour essayer d'obtenir des compensations et des améliorations là où nous pouvons les avoir. Là où nous pouvons les avoir, c'est les engagements qui ont été pris de changer l'intégralité des matériels roulants sur 2019-2020 pour la branche Malesherbes sur la partie des raccordés et à partir de 2020 pour le tuyau central du RERD. Il y a là un engagement essentiel qu'il est important et notre devoir de faire tenir à Île-de-France Mobilité, car c'est aussi une qualité de transport en fonction du type de train qui peut être amené, des espaces pour pouvoir circuler, du fait d'avoir potentiellement du Wi-Fi ou des logiques de charge dedans. Il y va d'une question de confort essentielle. Les nouveaux trains ont déjà été développés en Seine-et-Marne d'ailleurs, et Montreux a été servi de ce point de vue-là, et de l'avis général des usagers sont beaucoup plus satisfaisants que les matériels roulants que nous avions. L'autre devoir que nous avons, c'est de nous battre pour obtenir des améliorations sur la fréquence des trains, et notamment que les engagements qui ont pu être pris soient tenus pour que nous ne soyons plus à un train par heure en heure creuse, mais à un train par demi-heure. Ça représente un investissement supplémentaire, enfin un coût de fonctionnement supplémentaire de 3 millions d'euros pour Île-de-France Mobilité sur un budget de plusieurs milliards. Là encore, j'ai tendance à penser que nous le valons bien. Et puis la dernière chose sur laquelle il est important que nous nous battions, c'est également l'ouverture enfin d'une ligne de bus permettant de rejoindre la vallée de l'Essonne au plateau économique de Villabé pour Couronne-Évry, pour permettre d'amener des solutions de mobilité aux habitants de notre territoire qui ont à monter quotidiennement sur ce plateau et à redescendre, qui sont obligés aujourd'hui de prendre leur véhicule pour pouvoir aller travailler. Puis lorsque l'on parle de mobilité, au-delà de cet épiphénomène, nous sommes aujourd'hui sur un sujet de société majeur. Nous savons tous pertinemment que dans les transports en commun ou sur les routes, la période de pointe qui constitue 3-4 heures par jour, la période de blocage majeur, d'engorgement majeur, pourrait être réglée si nous arrivions à diminuer de quelques pourcents la circulation ou le flot de passagers sur ces RER. Et je pense que l'avenir ira vers des changements de comportement, des changements de mode de travail, des adaptations des entreprises et pourquoi pas des services publics à de nouveaux modes de travail. L'avenir ira vers un développement du télétravail rendu possible par la fibre. Nous le voyons dans le cadre de la région qui est en train de déménager pour quitter le 7e arrondissement et les beaux quartiers de Paris pour s'installer à Saint-Ouen. Et dans le cadre des négociations qui ont été menées, le télétravail va être massivement développé sur les agents régionaux. Mais ce qui peut être fait à l'échelle d'un service public peut être développé par ailleurs. Nous le voyons au travers des espaces de coworking qui se multiplient et qui facilitent cela. Et nous travaillons sur des projets de ce type avec la communauté de communes, cher Patrick. Nous le voyons également au travers du déploiement du covoiturage. La région, avec une prime incitative de 2 € pour le conducteur et la personne se faisant conduire, le département qui déploie actuellement des applications et des lieux de covoiturage sont moteurs pour essayer aussi d'inciter les uns et les autres, et bien non plus à ne plus rouler, mais à rouler intelligent. Je crois que, au-delà des grands cris d'orfraie des uns et des autres, les moyens d'amélioration majeure passeront aussi par des changements de mode de vie, des changements de mode de consommation, des changements de mode de travail. Parler de vérité, c'est aussi parler de l'urbanisme, parler du plan local d'urbanisme de la commune qui a été adopté au mois de juillet dernier. C'est non pas dire, parce que la personne qui dirait, en tant que maire, dans une commune de moyenne couronne comme la nôtre, que l'urbanisation n'existera plus et que plus rien ne se construira, serait un menteur. Parler d'urbanisme, c'est prendre en compte un certain nombre de réalités.
La population francilienne a profondément augmenté en 10 ans. D'ici à 2030, elle va continuer à augmenter entre 10 à 15%. Le nombre de foyers a augmenté proportionnellement beaucoup plus vite que la population. Les familles divorcées étaient quasiment inexistantes au début des années 80. Aujourd'hui, en Ile-de-France, c'est pratiquement un couple sur deux. C'est-à-dire qu'en schématisant, là où vous aviez 2 familles, 8 personnes, pour prendre la famille moyenne, 2 logements, aujourd'hui il en faut 3. Cette pression sur le logement foncière est colossale. Elle est renforcée en moyenne et grande couronne parce que le prix du foncier à Paris et en petite couronne font que les gens n'y ont plus accès en dehors du logement social. Lorsque l'on rajoute à cela les contraintes qui ont été imposées par l'État, pas par vous, Madame la Préfète, je vous rassure, mais par les gouvernements successifs, au travers de la loi SRU, qui impose 25% de logements sociaux. Nous avions 15% de logements sociaux à Mennecy il y a 10 ans. Nous sommes aujourd'hui entre 22 à 23% en fonction des années et des comptages. Entre la loi Allure, qui a supprimé les COS et favorisé les constructibilités, lorsque l'on tient également compte du droit de propriété, qui est un droit sacralisé par la Constitution et qui est un des droits les plus protégés en France. Lorsque l'on sait qu'un maire n'a pas le droit de refuser un PLU en opportunité, sauf à se voir condamné, mais ne peut le refuser qu'en droit, il n'est pas possible aujourd'hui de vous dire qu'il n'y aura aucune urbanisation dans des communes comme la nôtre. A l'inverse, ce qui est possible de faire, lorsque l'on est sur des logiques, non pas de faire la politique de l'autruche en se cachant la tête dans le sable, mais d'essayer de voir les choses lucidement, c'est d'encadrer et de réduire. C'est d'essayer d'avoir du beau, d'essayer d'avoir du qualitatif et d'essayer d'avoir pour tous, du premier âge au dernier âge, des personnes les plus fragilisées aux personnes les plus aisées. C'est ce que nous portons sur notre commune. C'est ce qui fait qu'à l'inverse d'autres communes qui subissent aujourd'hui des centaines de milliers d'euros de prélèvements de la part de l'État, qui se voient même retirer la possibilité d'attribuer des logements sociaux sur leur contingent, eh bien notre commune ne paye plus de pénalités. C'est ce qui fait que les Menneçois, aujourd'hui, lorsqu'ils en ont besoin, peuvent bénéficier de logements sociaux. C'est ce qui fait aujourd'hui que notre commune est attractive. Je veux dire, je préfère être élu dans une commune qui est attractive, où les gens ont envie de vivre, envie de rester, que dans des communes mouroirs qui sont en train de disparaître, qui connaissent des baisses de population, parce que plus personne ne veut y vivre, parce qu'il fait mauvais y vivre, qu'ils ne se sentent pas à l'aise là où ils sont. Alors oui, nous ne bloquons pas, mais nous encadrons. Nous encadrons comme au travers de l'écoquartier, qui est un quartier exemplaire de ce point de vue-là, avec du logement privé, du logement social, du logement pour les personnes âgées, du logement pavillonnaire, d'accession et plus, serais-je tenté de dire, un quartier qui a fait des efforts en termes de biodiversité colossale, avec la création d'un corridor écologique, avec la création d'une coulée verte, avec une desserte de RER portée par Île-de-France Mobilité, parce que quand ça va bien, il faut aussi le dire, et la communauté de communes. C'est ce qui fait également que nous imposons à toute construction de venir non pas seulement enrichir le propriétaire foncier qui décide de faire fructifier son bien, ou souvent celui dont il a hérité de ses parents, grands-parents ou arrière-grands-parents, ou qui permettent uniquement à un promoteur de venir faire son argent, mais c'est aussi d'imposer de venir financer des équipements publics. En l'espace de 4 ans, ce sont plus de 2 300 000 € qui ont été ainsi financés pour payer des équipements sur la commune de Mennecy, dont notamment l'école de la Sablière, qui bénéficie de 70% de subventions, dont 55% au titre des participations des aménageurs. Sans ces aménagements, nous n'aurions pas pu reconstruire l'école de la Sablière, et les enfants qui sont là-bas continueraient à ne pas avoir de cantine et à se déplacer pendant un quart d'heure à pied pour avoir accès à une cantine. Le devoir de vérité, c'est celui-ci. Le devoir de vérité, c'est également de dire que nous avons sacralisé les espaces verts dans cette commune. Mennecy, et oui, est une ville verte. 51,8% de la commune est classée en zone agricole ou en zone naturelle. Au travers du dernier PLU, nous avons augmenté les zones inconstructibles pour passer de 50%, ce qui était déjà beaucoup, à 51,8%. C'est ce que nous avons également fait en créant de nouveaux parcs, en créant de nouveaux espaces qui sont verts.
au travers du parc de la Roseraie, au travers du parc de Bel-Air, au travers du bois de la Justice, au travers du projet de jardins familiaux ou d'espaces de biodiversité, en face de l'ancien cimetière, à chaque fois qu'il nous est possible de créer des espaces verts, nous le faisons. Jouda Prat a porté un projet exemplaire de verger qui a d'ailleurs été l'un des premiers retenus dans le cadre du plan vert régional, projet dans le cadre duquel ce sont plus de 220 arbres fruitiers qui ont pu être plantés et qui viendront embellir la vie de l'ensemble des Mensois. Et puis, dernière chose, lorsqu'on parle de devoir de vérité, c'est parler d'un sujet qui a été évoqué par quasiment tous mes collègues lors de leur cérémonie de vœux. L'avantage de faire les vœux le dernier jour du mois, c'est qu'on a eu le temps d'entendre les uns et les autres et qu'on peut essayer de s'inspirer, ne pas s'inspirer, repiquer des idées ou rebondir. Je le revendique. Certains le font très tôt, et bien moi je le fais très tard. Et puis quand on a passé un mois à faire des cérémonies de vœux, je vois tous les élus qui sont ici qui savent ce dont je parle, et bien le dernier jour, comme ça c'est un peu la quille. Et on fait la quille avec vous à Mency. Et bien lors de ces cérémonies de vœux, j'ai entendu énormément de mes collègues faire part de leur inquiétude sur la disparition annoncée de la taxe d'habitation. Alors pour 80% de la population, maintenant ce serait potentiellement 100% à horizon fin 2020, et les inquiétudes qui sont les leurs par rapport aux recettes des communes. Je les comprends. Je les comprends parce que tous les maires, tous les présidents d'exécutifs locaux ont pu être échaudés depuis 4 ans par ce que nous avons eu à subir en termes de baisse de dotation. Pour autant, là encore, je n'ai pas envie de céder au pessimisme, de céder au catastrophisme. J'espère que nous serons compensés. Si nous sommes compensés, eh bien cette mesure sera salutaire. Je ne peux pas condamner intégralement, intellectuellement une mesure avant même de savoir si nous ne serons pas compensés de ce que nous aurions eu. Si nous ne le sommes pas, c'est autre chose. Mais le condamner par avance, alors que cela va permettre à Mency, si nous, dans les 3 années qui viennent, si nous sommes à 80% de personnes exonérées, à 65% de Mensois de ne plus payer de taxes d'habitation, je ne peux pas me considérer que c'est une mauvaise chose. 65% et pas 80%, parce que nous avons la chance, je vous le disais, dans une ville privilégiée, où nous avons aussi le bonheur d'avoir un niveau de vie moyen un peu plus important que dans la plupart des communes de France. Je ne peux pas me dire que si les dernières annonces du gouvernement portant ce niveau d'exonération à 100%, et ce qui veut dire que l'intégralité des personnes qui sont ici n'auraient plus à payer de taxes d'habitation en termes des 3 ans qui viennent, soit une mauvaise chose. Je ne peux pas me dire que quelque chose qui va rendre du pouvoir d'achat aux familles, et Dieu sait que les impôts, lorsqu'on les paye, sont toujours trop chers, soit intrinsèquement une mauvaise chose. La seule inquiétude qui est la mienne, c'est le devoir de responsabilité, le fait peut-être de se dire que les choses n'ont pas de coût. Vous savez, pour un maire, c'est assez facile lorsque l'on vous demande plus d'illumination à Noël, plus de fleurs, des rues plus propres, de dire moi je peux le faire, mais ça va vous coûter de l'impôt en plus, vous le payez. Le jour où il n'y aura plus ce rapport à l'impôt, ou s'il n'y a pas une solution de substitution trouvée, c'est aussi la porte ouverte à tous les yakas dont je vous parlais tout à l'heure. C'est peut-être le bémol que j'ai. Mais je n'irai pas ce soir pleurer par avance sur des recettes que nous n'aurions plus, alors que potentiellement chacun ici, dans les 3 années qui viennent, a peut-être l'opportunité de réduire sa facture d'impôt et ainsi de faire mieux vivre sa famille. Enfin, pour finir mon propos, je crois qu'il y a une chose essentielle dont nous devons tous et toutes avoir conscience. Nous ne sommes que de passage. Nous sommes là pour un laps de temps donné, mais nous ne sommes pas éternels. Nous ne sommes pas éternels dans le cadre de notre vie mortelle, mais nous ne le sommes pas non plus dans les fonctions qui sont les nôtres. Lorsqu'un élu, lorsqu'un serviteur de l'État passe une porte, il doit savoir dès le jour où il l'a passée qu'il y a un jour où il la passera au sens inverse pour en sortir et quitter sa fonction. C'est inévitable. C'est le sens même de la vie. Eh bien, ceci doit nous imposer un dernier devoir, celui de tout faire pour laisser les collectivités qui nous ont été confiées, ici la ville de Mency,
même si ça peut être difficile dans le contexte que nous vivons, au moins aussi belle qu'elle nous a été confiée. Alors c'est les vœux que je formulerai pour chacun d'entre vous, tout particulièrement pour ma famille et les familles des élus qui nous supportent jour après jour, pour Sylvie, pour mes enfants, pour les enfants, les femmes, les hommes, les conjoints de l'ensemble des élus et des serviteurs de l'État qui sont ici. Eh bien, c'est des vœux pour que votre vie, lorsque vous la regarderez dans un an, à la veille de ces vœux, le 30 janvier 2019, eh bien, soit plus belle qu'elle ne l'était aujourd'hui. Qu'elle soit plus belle parce qu'elle aura été enrichie de ce que vous aurez fait. Elle aura été enrichie des engagements qui auront été les vôtres. Elle aura été enrichie des devoirs que vous vous serez imposés et de ce que vous aurez su donner. Et je souhaite véritablement que cette année, de ce fait, lorsque vous la regarderez dans un an, eh bien, soit une année qui ait été utile, est une année qui n'ait pas été perdue, est une année qui ait été belle. Et je nous souhaite collectivement que par la force de nos engagements collectifs, par la force des devoirs que nous nous imposons, eh bien, nous puissions laisser à la fin de l'année notre pays, la France, plus belle qu'elle ne l'était à la fin de l'année dernière. Vive Mency, vive la République et vive la France. Avant de monter Saint-Michel-Ange pour partager les galettes réalisées par tous les boulangers,